faire connaître le prochain intervenant. Je reconnais M. le député de Saint-Jean pour son intervention. À vous la parole, Merci, M. le Président. Pourquoi une motion de report? Notre collègue, la députée de Gouin, nous fait la proposition de reporter l'adoption de principe, au fond, du projet de loi 70, une période de 3 mois. Pourquoi? Elle n'a pas eu la chance de l'expliquer elle-même parce que, bon, elle a fait la proposition. Sa collègue, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, en a fait une présentation. Mais je crois que la raison pourquoi elle a fait cette proposition-là, c'est parce qu'elle a écouté les groupes en consultation particulière lors du projet de loi, lors de l'étude du projet de loi. Beaucoup de groupes ont demandé de prendre un temps d'arrêt et de voir l'impact de ce projet de loi-là sur notre population. Sur les femmes, oui. Sur les jeunes, parce que c'est le groupe cible. C'est le groupe que le ministre et le gouvernement ont dit, nous, là, on va s'attaquer à la question des jeunes, puis on va la proposition du ministre, c'est de les remettre en mouvement. C'est beau, ça. On les remet en mouvement. Monsieur le Président, j'aimerais ça qu'on se rappelle qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois ou les dernières années. C'est le même ministre qui s'est attaqué le modèle, un fleuron québécois qui est le Carrefour Jeunesse-Emploi. Aujourd'hui, le ministre nous mentionne les jeunes à l'aide sociale ne viennent pas. On a envoyé sans invitation. Il y en a 2 qui l'ont accepté. Tout ça. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, Monsieur le Président. Il y avait un modèle au Québec, les Carrefour Jeunesse-Emploi, qui aidait les jeunes, peu importe leur statut, peu importe leur origine, leur région, leurs besoins. La seule question qu'on leur posait, c'est « Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui, le jeune? » Et là, on pouvait les embarquer dans un parcours, oui, d'employabilité, oui, un parcours de formation, un parcours d'entrepreneuriat. Les Carrefour Jeunesse-Emploi pouvaient faire tout ça. Mais maintenant, ils ne peuvent plus faire tout ça. Le ministre et l'ancien ministre, actuel président du Conseil du Trésor, répètent cette statistique-là régulièrement, comme s'il n'y en avait pas d'autres statistiques. C'est la seule, le 100 versus le 2. Comme si c'était un Carrefour Jeunesse-Emploi qui avait été ciblé et que les autres, là, bon, il n'en est pas question. Mais en termes de statistiques, je l'ai mentionné à la commission parlementaire, je pourrais le répéter aujourd'hui. Moi aussi, j'en ai des statistiques parce que moi, j'ai peut-être un avantage comparativement au ministre, c'est que j'ai visité des Carrefour Jeunesse-Emploi. J'ai même visité le Carrefour Jeunesse-Emploi de sa circonscription. Je ne sais pas si maintenant il l'a visité depuis qu'il est revenu ministre, mais un autre Carrefour Jeunesse-Emploi au Québec nous a transmis des données assez claires. En avril, 87 jeunes qui ont été obligés d'être refusés parce que la nouvelle directive du gouvernement, donc de la réforme de l'actuel ministre, fait en sorte que ces 87 jeunes ne peuvent plus être aidés. En avril seulement. En mai, 93. Juin, 80. Juillet, 32. Août, 75. Septembre, 53. Octobre, 55. Novembre, 36. L'année n'est pas terminée. L'année n'est pas terminée, puis on est rendu à 511 jeunes qui auraient voulu avoir des services de leur Carrefour Jeunesse-Emploi puis qui n'ont pas pu les obtenir. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là ont le malheur d'être aux études, ont le malheur d'avoir un emploi précaire. Ces jeunes-là ont le malheur de ne pas être sur l'aide sociale. Au fond, c'est ça. Le problème, c'est que, Monsieur le Président, nous, ce qu'on croit, c'est que tous les jeunes et tout citoyen doit pouvoir être aidé à, oui, terminer sa formation, oui, de se trouver un emploi, puis oui, se trouver un meilleur emploi. Je l'ai mentionné précédemment dans l'intervention sur le fond du projet de loi, mais je crois qu'il faut revenir avec cette information-là ou cette affirmation parce que de nous faire dire que les gens ne se présentent pas, ce n'est pas vrai. Les gens se présentent, ils ne peuvent pas être aidés. Pourquoi je dis ça, Monsieur le Président? Parce que il y a des gens qui se présentent dans les organismes et se font dire « On pourrait t'aider, mais il faut que tu te rendes au Carrefour, pas au Carrefour, mais au centre local d'emploi. » Et là, eux vont faire une analyse de ton dossier et ils vont nous dire si on peut t'aider ou pas. Mais ça fait quoi, ça, Monsieur le Président? Ça fait en sorte que des centres locaux d'emploi qui ont été fermés un peu partout. Saint-Rémy, en Montérégie, fermé.
Contrecœur, aussi fermé. Ma collègue de Pointe-aux-Trembles ne l'a pas mentionné, mais son centre local d'emploi aussi, chez elle, dans sa circonscription, fusionné avec un autre. Un peu partout au Québec, on voit des centres locaux d'emploi fermés ou fusionnés avec d'autres. Ça fait en sorte que les gens ne peuvent pas se déplacer. Ma collègue, la députée de Taillon, l'a mentionné, la question du transport collectif, du transport en commun. C'est pas parce qu'on habite la rive sud de Montréal que le transport est automatiquement facile. Quelqu'un de Saint-Jean, le centre local d'emploi de Saint-Jean, une partie des gens, des fonctionnaires ont été transférés à Longueuil. Mais est-ce que vous savez, Monsieur le Président, que nous sommes dans la même région administrative, mais pour se rendre de Saint-Jean à Longueuil en transport en commun, il faut passer par Montréal? Ça fait en sorte que les gens qui sont à l'aide sociale déjà avec un statut précaire, et on l'a mentionné tantôt, 623 $ par mois, 623 $ par mois pour, quand on a payé le loyer, ma collègue d'Hochelaga-Maisonneuve mentionnait que dans sa circonscription, 650 $ par mois un loyer. Il reste combien sur le chèque? Bien, on a une dette à la fin du mois. Est-ce que vous pensez que la personne est capable de se payer une passe d'autobus pour faire Saint-Jean-Montréal, Montréal-Longueuil? Mais non, c'est pas sérieux, là, Monsieur le Président. Donc, les gens ne se présentent pas. Bien oui, les gens ne se présentent pas parce qu'il y a des contraintes administratives. Les gens ne se présentent pas parce qu'on l'a mentionné. Traditionnellement, les jeunes ont une moins grande connaissance du mécanisme des services de l'État. Hein, on le voit. Ils ont le manque de flexibilité des programmes. Faire en sorte qu'on est dans un programme, mais peut-être qu'avoir l'autre programme à côté aussi, de faire une mixité des programmes, ça pourrait faire en sorte que le jeune ou le moins jeune pourrait vouloir embarquer davantage dans le programme d'employabilité. C'est toutes des choses qu'on a entendues en commission parlementaire, en consultation. Je crois que le ministre devra réfléchir à ça, parce que s'il veut vraiment faire une adéquation entre la formation de la main-d'œuvre et les besoins du marché du travail, c'est des pistes de réflexion très intéressantes. La mixité des programmes qui existent et qui fonctionnent déjà. Le recrutement direct, on a des organismes qui offrent des services, comme je vous l'ai dit, doivent passer par la reconnaissance ou l'approbation ou l'aval du centre local d'emploi avant de pouvoir être reconnus. Donc, on ajoute de la bureaucratie, on ajoute de la complexité à des gens qui sont déjà dans des difficultés et qui, on le sait, des fois, ont certaines difficultés à lire et à écrire. On l'a mentionné précédemment. Donc, Monsieur le Président, sur la question de l'étude d'impact, le syndicat de la fonction publique du Québec, étrangement, premier syndicat qui aurait dû être entendu dans ce projet de loi-là. Nous avons entendu toutes les centrales syndicales, la CSN, la FTQ, d'autres centrales syndicales, mais on n'a pas entendu le syndicat de la fonction publique du Québec qui représente les agents de développement économique, socio-économique, qui sont les principaux, ce qu'on appelle les agents d'aide sociale, là, hein, j'expliquais le terme scientifique, mais qui les représentent, et les agents d'employabilité qui seront aussi des agents qui seront interpellés dans le programme Objectif Emploi. On ne les a pas entendus en commission parlementaire, comme si leur point de vue n'était pas intéressant. C'est juste eux qui sont pas mal à temps plein sur le terrain pour recevoir les citoyens qui vivront les impacts de ce projet de loi-là. Mais le syndicat de la fonction publique, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé d'avoir accès à toutes les études ou documents qui démontrent l'impact de ce projet de loi-là. Mais, Monsieur le Président, il y en a 39 documents. Combien de documents le ministère a accepté de transmettre au syndicat de la fonction publique sur 39? Combien? 1. Les 38 autres documents et analyses et études n'ont pas été remis au syndicat de la fonction publique, mentionnant que ce n'étaient pas des documents pertinents. Donc, si ce n'est pas des documents pertinents, bien, Monsieur le Président, moi, je constate qu'il n'y a pas eu assez d'études ou l'étude n'est pas vraiment documentée sur les impacts de ce projet de loi-là. Donc, Monsieur le Président, nous appuyons la motion de report pour donner le temps au gouvernement. Il y a eu, je comprends, aussi un changement de ministre. Hein? L'actuel président du Conseil du Trésor a déposé ce projet de loi-là. Il y a eu un remaniement, donc le nouveau ministre est arrivé. Je comprends qu'il n'a pas été non plus au cœur des décisions sur les groupes qui ont été entendus en commission parlementaire parce que c'était une décision qui avait été prise sous l'ancien ministre. Donc, peut-être qu'avec le nouveau ministre, nous aurions pu entendre, par exemple, le syndicat de la fonction publique du Québec. Mais ça, c'est un autre enjeu. Mais le syndicat de la fonction publique
mentionne, et la députée de Gouin, dans son intervention sur la motion de report, a mentionné l'analyse différenciée selon les sexes. Donc, c'est aussi, on l'a mentionné, un engagement du gouvernement, ou du moins des gouvernements, parce qu'il y a une continuité dans l'action gouvernementale au Québec. Il y a une loi qui existe. Ma collègue députée de Pointe-aux-Trembles, nous avons l'occasion d'avoir son éclairage, son apport ici à l'Assemblée nationale. Vous êtes le doyen de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président. Notre collègue, la députée de Pointe-aux-Trembles, est la doyenne du côté des femmes. Donc, comme ex-ministre, qui a justement piloté le projet de loi 112, la loi 112, nous a fait une présentation de comment ça s'est passé à cette époque. Et la députée de Pointe-aux-Trembles nous a mentionné, et le député de Rimouski, qui était très actif à ce moment-là, il est encore, mais à ce moment-là, il était actif sur ce dossier-là, avec la collègue, a mentionné que c'était une bataille citoyenne, un gain citoyen. C'est l'expression pratiquement qu'il a utilisée. Pas surpris d'entendre ça, moi, même si je n'étais pas là. Pas surpris. J'ai lu ça. Le ministre a sûrement lu les mémoires qu'on a entendues. 82 mémoires, je crois qu'on est rendu. Bon, dans le mémoire de l'Astuce du Saguenay, un organisme qui œuvre principalement à Jonquière, à Chicoutimi, il le mentionne, combat citoyen. On a obtenu l'article 20 de la loi 112 après une longue bataille, puis les groupes ont considéré que c'était un gain important. Bien, Monsieur le Président, ça sert à quoi si l'article n'est pas respecté? Ça sert à quoi si le gouvernement ne respecte pas sa propre loi? Je comprends que ce n'est pas le gouvernement actuel qui a fait adopter la loi 112, mais peu importe, il y a une continuité dans l'action gouvernementale. Quand un gouvernement signe un contrat, il doit respecter le contrat. Ça, c'est un autre enjeu, Monsieur le Président, mais on pourrait y revenir. Mais donc, dans ce cas-ci, je considère que la proposition que nous fait la députée de Gouin est forte, pertinente, très à propos, pour nous donner le temps de voir les impacts du projet de loi actuel. Combien de temps qu'il me reste, Monsieur le Président? On va vous l'indiquer. On a commencé à 30. Vous avez 12 de fait, donc il reste à peu près 18. Combien? Pour un professeur de maths, là, 18 à peu près. OK. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, d'autres groupes, dans les mémoires qu'on a reçues, ont parlé aussi de cette question du lien avec la problématique des femmes. Parce que c'est ça, quand on parle d'analyse différenciée selon les sexes, c'est la préoccupation que nous devons avoir pour la réalité des femmes versus les hommes. Dans le cas de plusieurs mémoires que nous avons reçues, on peut voir que Emploi Québec produit peu de données spécifiques aux femmes. Ça sera aussi un enjeu que nous pourrons débattre durant l'étude de ce projet de loi-là. Nous pourrons se questionner pourquoi Emploi Québec en produit peu de ce type de données. On voit cependant que de plus en plus de femmes sont scolarisées, mais un plus grand nombre de femmes demeurent concentrées dans un petit nombre de métiers ou de professions, qui est quand même un enjeu significatif. J'ai cru comprendre de la part d'un député un commentaire comme quoi ça n'avait pas rapport. Moi, je considère que ça a tout à fait rapport avec de quoi on parle. Parce que si on a de plus en plus de femmes scolarisées, mais qu'on n'a pas nécessairement une diversité des métiers et des professions exercées par les femmes, ce que ça nous rapporte, c'est la question des métiers non trad, des métiers non traditionnels. Et là, de l'action qui est posée et qui est mise en œuvre par Emploi Québec. On le voit, les femmes sans diplôme secondaire sont plus à risque que les hommes de se retrouver au chômage ou à l'aide sociale. Ça, Monsieur le Président, c'est aussi une autre donnée inquiétante. Pas une donnée, mais un constat inquiétant. Donc, on a de plus en plus de femmes scolarisées, oui. Celles qui ne sont pas scolarisées, qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires, malgré qu'ils sont moins nombreuses, ont plus de risques que les hommes de se retrouver à l'assurance-emploi ou à l'assurance chômage, à l'aide sociale, pardon. Quand on voit que la principale cause, ou du moins les premiers demandeurs à l'aide sociale, proviennent principalement des gens
qui ont soit terminé leur aide sociale, leur assurance-emploi ou n'ont pas pu être reconnus par l'assurance-emploi comme étant acceptés à l'assurance-emploi. Ce que ça fait, on pourrait se questionner sur les impacts de la réforme de l'assurance-emploi à Ottawa par le gouvernement conservateur. Cependant, Monsieur le Président, force est de constater les liens et les rapprochements entre la réforme de l'assurance-emploi et la réforme qui nous est proposée actuellement de l'aide sociale. Emploi dit convenable, on ne met même pas de limite de distance, on ne sait pas c'est quoi un emploi convenable, on ne sait pas c'est quoi les pénalités, tout ça, ça sera dans le règlement, on ne connaît pas le règlement va être déposé après l'adoption du projet de loi. Si on est chanceux, peut-être que le ministre va nous dévoiler ou nous révéler quelques éléments du règlement sans nécessairement avoir l'assurance que ça sera vraiment le règlement qui sera adopté par le Conseil des ministres parce que, bon, on ne siège pas au Conseil des ministres et la loi sera adoptée. Donc, plusieurs questions qui peuvent se poser. Les activités de formation d'Emploi Québec se limitent à des secteurs où les perspectives d'emploi sont considérées comme très favorables, même si dans certaines régions, ces professions sont majoritairement masculines et les femmes ne sont pas encouragées à s'y former. Monsieur le Président, quand je vous ai mentionné tantôt la question d'un grand nombre, de plus en plus de femmes scolarisées, mais un grand nombre de ces femmes demeurent concentrées dans un petit nombre de métiers, bien, c'est de ça que je faisais référence quand je parlais de l'action d'Emploi Québec. Puis je pense pas qu'il y ait aucun agent, là, soit d'employabilité ou agent d'aide sociale, pour faire simple, qui se réveille le matin et qui dit « Moi, là, je vais m'assurer que les femmes, là, on les réfère pas dans des programmes de formation, dans des métiers non traditionnels. » Il n'y a pas aucun agent au Québec qui veut le malheur des autres. C'est pas ça l'enjeu, Monsieur le Président. L'enjeu, c'est une question financière. Combien de fois, comme député, nous avons des gens, en fin d'année budgétaire, ça va commencer, puis c'est pas déjà commencé, qui viennent nous voir et qui nous disent « Monsieur le député, on voulait avoir une formation, on ne peut pas l'avoir parce qu'il n'y a plus d'argent d'Emploi Québec, parce que le budget est épuisé. Puis là, il faut attendre au 1er avril ou quand le nouveau budget va commencer. » C'est la même chose. L'objectif en ce moment du gouvernement, Monsieur le Président, avec le projet de loi 70, c'est de diminuer le nombre de personnes à l'aide sociale. En soi, c'est une volonté louable. Tout le monde souhaite qu'il y ait de moins en moins de gens à l'aide sociale. Mais il ne faut pas que cette volonté-là se traduise par des actions qui font en sorte qu'on met des gens de côté de l'aide sociale parce que c'est plus compliqué d'y avoir accès, parce qu'on n'a pas le programme qu'on peut, parce qu'il y a moins de budget dans une région. Même dans le projet de loi, Monsieur le Président, je ne l'ai pas mentionné tantôt, ça m'est sorti de l'idée dans mon intervention précédente, même dans le projet de loi, on mentionne que par règlement, le ministre pourrait avoir le pouvoir de facturer les services d'employabilité des bénéficiaires. On s'entend que, Monsieur le Président, c'est questionnant. Ça veut dire que quelqu'un va embarquer dans un parcours d'employabilité, puis je comprends que ce n'est pas le vrai terme. Là, dans la loi, là, il y a un autre terme, mais moi, j'appelle ça le parcours d'employabilité. Je me suis habitué à dire ça, puis c'est bien difficile de changer de phrase maintenant. Mais on parle d'embarquer les gens dans le programme Objectif Emploi. Bon, bien, ça se peut qu'on leur envoie une facture à la fin ou au début. Est-ce qu'on va leur dire d'avance? Puis ça, c'est par règlement. On ne le sait pas dans le projet de loi, puis on va voter pour ce projet de loi-là, puis on ne le sait pas. Ça a un impact sur la situation de pauvreté que les gens peuvent vivre. Je crois que c'est des éléments très pertinents à avoir dans l'étude qui est demandée par notre collègue, la députée de Gouin. Les femmes arrivent à l'aide sociale pour des raisons différentes que les hommes. Parcours professionnel interrompu. Pas besoin d'élaborer trop longtemps sur cette question-là. Là. C'est assez évident. On l'a mentionné, plusieurs de mes collègues l'ont mentionné, la question des centres de la petite enfance qui a effectivement aidé les femmes à retourner sur le marché du travail et qui actuellement, avec les coupes du gouvernement actuel, peut avoir un impact justement de faire en sorte qu'il y aura moins de femmes qui pourront rester sur le marché du travail. Mais c'est bien évident que pour les femmes qui sont à l'aide sociale, ça a aussi un impact. Et pour des femmes qui ne sont pas à l'aide sociale, mais comme elles ont dû
interrompent leur parcours professionnel. Elles ne sont pas rendues au même niveau. Peut-être que tantôt, je mentionnais la question de la formation. Peut-être ça leur prend une formation peut-être plus élaborée ou une plus longue formation pour faire en sorte qu'elles puissent se trouver un emploi décent. Les premières demandes sont à un âge plus avancé, inévitablement. Si, on le sait, là, pas de plus en plus, mais on le sait que traditionnellement, les femmes, c'est plus elles qui s'occupent des enfants, même si ça tend à changer, puis c'est une bonne chose de changer cette tradition-là. C'est normal, pas normal, mais c'est un constat qu'on doit faire, effectivement, que les femmes demandent de l'aide sociale sont plus âgées. Et c'est plus difficile, et ça a été mentionné lors des consultations particulières, par le Conseil du statut de la femme. J'ai posé les questions, d'autres groupes aussi l'ont mentionné, qu'effectivement, il y a une difficulté pour les femmes rendues à un certain âge de se trouver un emploi. C'est plus difficile que pour un homme. Tous des éléments, des questionnements que nous aurions pu répondre avec la proposition de la députée de Gouin. Monsieur le Président. On a mentionné tantôt, Monsieur le Président, ma place au soleil. Hein? Ma collègue, la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, a parlé de ce programme. Hein? Mais vous savez, Monsieur le Président, outre que c'est un programme qui a été adopté en 2000 sous un gouvernement du Parti québécois, ce programme-là, en ce moment, qui fonctionne très bien. Ça a été mentionné aussi durant les consultations particulières que ce programme fonctionnait très bien et que beaucoup de gens aimeraient avoir accès à ce programme-là. Ça a été aussi mentionné par des groupes lors des consultations particulières que les agents ne référaient pas souvent les femmes à ce programme. Ce que ça fait, ma place au soleil, c'est que ça permet, ce programme est destiné principalement aux jeunes mères, chefs de famille monoparentales, d'avoir une approche, un accompagnement soutenu durant la formation, la mise en commun des ressources gouvernementales, institutionnelles et dans certains cas communautaires. Donc, une femme monoparentale qui désire se trouver un emploi ou retourner aux études, bien, on va l'accompagner, on va y trouver une place en CPE, on va y trouver un médecin de famille, on va y trouver des ressources, etc., qui fait en sorte qu'elle puisse vraiment s'en sortir, peut être accompagnée. Ça a été mentionné que les agents ne référaient pas beaucoup les femmes à ce programme-là. Le ministre a semblé être un peu surpris de cette affirmation-là. Bien, je crois qu'on a une confirmation. Et cette confirmation-là vient nul autre que du syndicat de la fonction publique du Québec, donc qui représente les agentes et les agents à l'aide sociale, donc les principaux concernés. Et ce qu'on nous dit, ce que le syndicat de la fonction publique nous mentionne, cette mesure appréciée des participantes est unanimement reconnue comme un bon programme. Malheureusement, un tel programme est en voie de disparition au Québec. Par exemple, en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent, région de mon collègue député de Rimouski. Donc, par exemple, en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent, ce programme n'est pratiquement plus offert. Au Centre local d'emploi de Bécomo, le nombre de personnes participantes est passé de 30 en 2011 à 8 en 2015. Un peu partout, nos membres d'Emploi Québec observent que les programmes et mesures axés sur l'accompagnement sont en recul au profit de mesures à plus court terme et orientées vers l'intégration rapide en emploi. C'est pas moi qui dis ça. Bien, c'est moi qui le dis, mais je le lis. Hein? Je cite le mémoire du syndicat de la fonction publique. Groupe que nous n'avons pas entendu et que nous aurions peut-être dû entendre, Monsieur le Président. Pourquoi je vous parle de ça? Bien, c'est pour la dernière phrase que j'ai mentionnée. Quand je dis que l'accompagnement, les mesures axées sur l'accompagnement sont en recul au profit des mesures à plus court terme et orientées vers l'intégration rapide en emploi, ce que ça me dit, Monsieur le Président, c'est que ça m'allume un voyant rouge. J'aime pas beaucoup le rouge en général, mais quand c'est important, puis c'est urgent, puis que c'est pas de bonne nouvelle, souvent ça flash rouge. Hein? Et le voyant rouge qui m'allume, là, bien, ça me dit que le ministre, le gouvernement, nous dit: nous allons prendre tous les nouveaux demandeurs, nous allons les accompagner,
dans le parcours d'employabilité. S'ils ont besoin d'une formation, on va les aider pour s'assurer qu'ils s'en sortent, puis qu'ils soient accompagnés, puis qu'on puisse aider puis diminuer le nombre de l'aide sociale. Bon, entre parenthèses, économiser 50 millions de dollars, entre parenthèses. Mais moi, ça me dit que si les agents eux-mêmes mentionnent que l'aide et les mesures d'accompagnement sont en baisse et en diminution, je peux me questionner sur l'accompagnement qui sera offert dans le programme Objectif Emploi. Autre point, Monsieur le Président, je pourrais revenir sur d'autres aspects, mais j'ai fouillé, j'ai lu pratiquement l'ensemble des mémoires qui nous ont été transmis par les groupes et les organismes. Puis il y a un organisme qu'on connaît tous, parce que pratiquement dans toutes nos circonscriptions, cet organisme-là est présent et qui va pas tout à fait dans la même finalité que notre collègue, la députée de Gouin, dans sa motion, mais pour d'autres raisons, mais que je considère important de mentionner parce que nous ne les avons pas entendus, eux non plus, en commission parlementaire, mais qui nous ont transmis un mémoire assez court, donc facile à lire, hein? Ça ne prend pas trop de temps, mais ce mémoire-là, du regroupement de la Société Saint-Vincent-de-Paul, donc de la Société Saint-Vincent-de-Paul du Québec, et la Société Saint-Vincent-de-Paul du Québec mentionne comme demande, leur première demande, qu'un moratoire soit établi afin qu'aucune personne ne voie réduite le montant de l'aide sociale des derniers recours dont elle peut bénéficier, et ce, pour les 2 prochaines années. Et là, que le gouvernement, en partenariat avec les autres organismes, tout ça, développe une mesure concernée. Donc, la mesure proposée par la députée de Gouin est très pertinente, et c'est pourquoi, au nom du Parti québécois, nous allons appuyer sa demande pour nous donner le temps de bien faire les choses. Merci, M. le Président. Je vous remercie, M. le député de Saint-Jean. Je vous remercie de votre intervention.